Manila. Alors, je vais partager dès maintenant mon écran pour le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez le voir? C'est bon? Parfait, super. Je le mets du coup en accès. Voilà, donc depuis 4 ans, 5 ans même maintenant, je m'intéresse à la question de la protection des déplacés climatiques par le HCR et l'OIM, qui sont donc 2 agences des Nations unies avec des mandats bien différents et des compétences bien différentes également, mais qui sont tous deux, notamment pour des raisons politiques, et ça me permettra aussi d'apporter un peu une partie institutionnelle, qui sont pour des raisons politiques amenés à se positionner sur cette question de protection de nouveaux réfugiés ou de nouveaux déplacés. Donc en guise d'introduction peut-être, revenir sur les actes constitutifs et les contraintes matérielles qui complexifient pour le HCR et l'OIM l'appropriation de la protection des déplacés, des personnes déplacées par le changement climatique, notamment pour des questions de mandat, j'y reviendrai, mais aussi pour des questions très opérationnelles, de capacité financière, de capacité opérationnelle, de porter secours et assistance sur le terrain. Toutefois, donc l'existence de ces limites les pousse, dans une certaine mesure, à chercher des marges de manœuvre et à investir notamment des nouveaux espaces de gouvernance à travers les négociations climatiques pour participer à l'élaboration de nouvelles mesures de protection et, entre guillemets, ne pas disparaître au milieu de ce système très compétitif qu'incarnent aussi les Nations unies. Excusez-moi. Donc le HCR et l'OIM interviennent parfois dans les limites de leur mandat, et j'y reviendrai avec la question des catastrophes naturelles, pour apporter une assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles, et ce, en se coordonnant notamment avec des institutions internationales des droits humains, comme le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'UNICEF par exemple, mais également des organisations non gouvernementales comme le CICR. Donc le HCR et l'OIM sont à la fois mus par un gage de conservation de leur légitimité dans cet espace compétitif, comme je le disais, que représentent aussi les organisations internationales des Nations unies, mais aussi mus par un gage de crédibilité pour révéler auprès de la société internationale et des États qu'ils sont capables aussi de se réadapter à des nouveaux sujets portés à l'agenda international et qu'ils sont capables d'investir de nouveaux espaces de gouvernance. Et donc, au sein des arènes de négociation climatique, le HCR et l'OIM vont participer, et je reprendrai le terme de Christelle Cournil et Camilla Perrusso, vont participer à cette humanisation des négociations climatiques en apportant aussi, à travers leurs travaux, à travers leur expertise, certaines recommandations pour mieux protéger les personnes exposées au changement climatique et notamment les personnes déplacées internes. Donc, dans un premier temps, le HCR et l'OIM sont souvent présentés comme des acteurs en contradiction avec cette question de la protection juridique des déplacés climatiques, parce qu'ils sont à la fois placés dans une dualité entre le respect strict de leur mandat initial et leur capacité d'agir pour assurer la protection de ces nouveaux déplacés ou ces nouveaux réfugiés par les effets du changement climatique. Donc, dans un premier temps, peut-être revenir sur leur capacité d'intervention délimitée par les compétences normatives d'attribution. Donc, bien que le HCR et l'OIM ne soient pas des organisations internationales à proprement parler, telles que l'entend le droit des OI, ils répondent évidemment à des constructions de mandats et une délimitation des compétences que l'on retrouve que l'on retrouve de façon très similaire dans le fonctionnement des OI traditionnels. Donc pour le HCR, c'est une agence internationale interétatique qui répond à un contexte historique exceptionnel. Le HCR est créé par l'Assemblée générale des Nations unies et plus précisément par par le COMEX, pardon, donc par un comité d'État exécutif. L'action du HCR est subordonnée au mandat délivré par la GNU et donc de fait par les États qui constituent la GNU. Donc le HCR est un organe qui, entre guillemets, applique ce que la GNU lui demande. On observe toutefois un élargissement du cadre de protection de cette agence, en réponse évidemment à une évolution aussi des événements géopolitiques. Et donc, dans les années 50, le HCR va être compétent pour accorder une protection aux personnes réfugiées dans l'espace européen. Cette protection va être ouverte à d'autres territoires et, entre guillemets, mondialisée. Puis, dans les années 90, à la suite de la chute de l'URSS et à la suite de l'apparition de nouveaux conflits qui amènent à déplacer de nombreuses populations toujours au sein des frontières du même État, l'Assemblée générale des Nations unies va cette fois-ci
investir le HCR d'une nouvelle mission de protection des déplacés internes. Il faut savoir que cette mission-là s'accompagne aussi de la création des principes directeurs relatifs aux déplacés internes de 1998 qui va renforcer et légitimer l'action de cette agence. Parallèlement à ça, encore une fois, la GNU va être motrice pour accorder, entre guillemets, de nouvelles compétences au HCR pour protéger les personnes du phénomène d'apatridie, qui est unanimement condamné par la communauté internationale. Donc, bien que le HCR ne se dote pas de lui-même de nouvelles compétences, il est investi par l'Assemblée générale des Nations unies et par le COMEX pour élargir sa protection à de nouveaux déplacés. Donc, on observe bien dans cette évolution historique du HCR aussi le lien entre évolution juridique qui se fait l'écho d'une évolution géopolitique mondiale. Pour l'OIM, la marge de manœuvre est un peu plus large parce qu'il s'agit d'une organisation, d'une institution internationale qui est décrite notamment par Antoine Picou, sociologue, comme une agence de conseil, entre guillemets, une agence de conseil sur les migrations ou sur les politiques migratoires à destination des États. Mais l'OIM dispose également d'un mandat constitutif, d'une constitution qui est écrite une première fois en 1951, puis élargie en 1983. Et donc, historiquement, on parle du CIM, donc Comité intergouvernemental sur les migrations européennes, et ça va s'élargir à l'OIM, donc l'Organisation internationale des migrations, en 1983. L'OIM est historiquement chargé d'accompagner les États, d'assurer une sorte de bonne conduite, d'un guide de bonne pratique des États pour mener une politique migratoire mondiale ordonnée, respectueuse des droits humains. Mais parce qu'elle dépend aussi d'un mandat plus flexible, cette organisation va investir de nouveaux espaces, et notamment celui de l'intervention humanitaire. Et donc, dès les années 90, on observe que l'OIM intervient de façon très opérationnelle en apportant donc des secours humanitaires, des tentes, de la nourriture auprès de personnes qui ont été déplacées, notamment après des catastrophes naturelles. C'est le cas après des ouragans, des tsunamis, dès les années 90, et cette pratique tend à s'installer. Voilà, donc rapidement, peut-être une carte de l'IDMC qui rappelle qu'une grande majorité des personnes déplacées pour des raisons de catastrophes naturelles ou des événements liés à une dégradation environnementale demeurent encore aujourd'hui des personnes déplacées internes qui restent au sein de leur territoire. Donc, comme je le disais, le HCR et l'OIM sont mus par le respect strict de leurs mandats initiaux et le respect strict de leurs compétences qui sont attribuées dans le mandat. Toutefois, on observe à travers une certaine pratique une sorte de contournement du mandat initial pour investir des nouveaux espaces d'intervention. Donc, ça va être le cas des interventions humanitaires post-catastrophes naturelles qui mettent en lumière une nouvelle pratique coutumière d'intervention humanitaire. Donc, il faut savoir que, comme je le disais, le HCR et l'OIM ne sont pas des organisations qui ont une compétence prévue pour porter assistance aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Donc, elles le font parce qu'il y a un mouvement plus général d'internationalisation aussi de l'assistance humanitaire auprès des catastrophes naturelles qui fait écho à un certain nombre de résolutions post-catastrophes naturelles adoptées par la GNU, donc en 1984, 1988, également dans les années 90, pour dynamiser aussi et rendre quasiment systématique l'intervention pour les organisations non gouvernementales d'assistance humanitaire auprès des personnes victimes, auprès des personnes sinistrées après des catastrophes naturelles. Et le HCR et l'OIM vont s'engouffrer, entre guillemets, dans ce mouvement d'internationalisation de l'intervention post-catastrophe naturelle de la part des ONG et de la part des OI. Donc, ils interviennent pour le HCR d'abord de façon exceptionnelle, donc de façon très sporadique. Pour l'OIM, on peut parler d'une sorte de pratique régulière qui mènerait peut-être presque à une sorte d'institutionnalisation de l'intervention et du secours post-catastrophe naturelle. Il faut savoir aussi que dans le cas du HCR, cette pratique est évidemment liée à un accord donné par l'Assemblée générale des Nations unies, et qu'ici, on observe évidemment tout le rôle accordé à la diplomatie et à la pratique des bons offices entre le haut-commissaire au HCR, donc notamment Antonio Guterres, qui a fait un travail pionnier en matière de mobilisation aussi du HCR sur ces questions-là entre 2005 et 2015, travail qui va être repris et pérennisé par la suite. Mais toujours est-il que l'action du HCR hors mandat nécessite toujours un accord diplomatique important, en tout cas des échanges diplomatiques entre le haut-commissaire
au HCR, qui est lui-même aussi tenu de respecter le statut du haut-commissaire, et l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, in fine, on observe depuis les années 90, et ça va s'intensifier notamment avant 2004. Donc, je m'appuie ici sur les travaux de Lucille Martins, qui a beaucoup écrit sur l'intervention du HCR au Sri Lanka en 2004, après donc, cet épisode de tsunami très important, qui a ancré aussi son action d'assistance humanitaire hors mandat. Donc, cette nouvelle pratique coutumière est intéressante parce qu'elle répond aussi à ce phénomène d'internationalisation de l'intervention humanitaire post-catastrophe naturelle. Donc, cela permet aussi de faire le pont entre les mandats initiaux du HCR et l'OIM et leur porosité, le fait que ce sont aussi des acteurs institutionnels et politiques qui peuvent s'approprier de nouveaux défis, de nouveaux enjeux, et ici répondre à une demande aussi internationale. Et in fine, on observe aussi que et le HCR et l'OIM vont justifier ces interventions humanitaires-là sur le fondement d'un certain nombre de principes et de textes qui dérivent, enfin en tout cas qui relèvent du droit international des droits humains. Et donc, je cite donc Monsieur Volker Türk, donc en 2016, qui évoque justement le fait que le HCR s'occupe évidemment de la protection des réfugiés, des déplacés internes, des apatrides, mais également qu'il s'occupe de la protection des gens, et donc en mobilisant ici les droits de l'homme dans l'action. Peut-être très rapidement pour conclure sur cette partie, donc le HCR et l'OIM, à travers ces nouvelles pratiques d'intervention hors mandat, vont également promouvoir donc de nouvelles recommandations au niveau national, régional et international, dans le but de répondre aussi à ces vides juridiques en matière de protection des déplacés climatiques. Et donc, ils vont mobiliser également dans leurs interventions post-catastrophes naturelles, les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Dans un deuxième temps, donc le HCR et l'OIM restent limités, on l'a vu, dans leur mandat, dans l'exécution, la bonne exécution et l'application de leurs mandats initiaux pour protéger les réfugiés, protéger les apatrides ou fournir aux États des conseils et des bonnes pratiques en matière de politique migratoire. Mais face aussi à ce système compétitif, ici je m'appuie sur les travaux de l'anthropologue Marion Fresia, qui a beaucoup travaillé aussi sur la survie des organisations internationales, tout comme Sandrine Revet aussi, donc ils sont deux anthropologues. Sandrine Revet travaille aux séries à Sciences Po. Donc le HCR et l'OIM, en tant qu'acteurs institutionnels et acteurs politiques, vont être tenus par une obligation de renouvellement perpétuel. Et donc ils vont chercher tous les deux à investir des nouveaux espaces de gouvernance pour promouvoir la protection des déplacés climatiques. Je vous prie de m'excuser pour la faute d'orthographe dans ce deuxième titre, mais également pour exister dans ces nouveaux espaces. Alors, dans un premier temps, on observe, et c'est très intéressant aussi de voir que ces nouveaux espaces de gouvernance permettent des synergies et des alliances entre des organisations aussi qui sont historiquement concurrentielles, voire rivales. Donc le HCR et l'OIM vont participer conjointement au cadre de réflexion et de recherche de protection des déplacés climatiques dans les négociations climatiques. Donc cela fait suite évidemment à une intégration progressive. Le HCR et l'OIM ne font pas partie des premiers du sommet de Rio en 1992. On observe une participation de leur part essentiellement à partir des années 2000, et je dirais surtout à partir de la déclaration de Cochabamba de 2009, avec donc une pérennisation aussi, une pérennité de leur participation aux négociations climatiques depuis 2015, avec un certain nombre de side events organisés, des conférences, etc. Donc cette participation du HCR et de l'OIM aux négociations climatiques, elle fait écho à cette humanisation des négociations climatiques. En effet, le GIEC va se doter, donc qui est historiquement aussi un acteur politique très carbocentré, donc il s'est essentiellement concentré aussi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, va se doter d'un groupe de travail qui s'occupe justement du lien entre changement climatique et vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels au changement climatique, qui va justement s'intéresser progressivement et puis en s'amplifiant aussi aux conséquences négatives et positives des changements climatiques
sur les populations et leur possibilité de s'y adapter, ce qui ouvre aussi voilà, à une humanisation, ou en tout cas une prise en compte des vulnérabilités humaines, les négociations climatiques. Et donc, on observe depuis Cancun, mais même aussi depuis la déclaration de Cochabamba, l'essor d'une rhétorique de la migration qui est reconnue comme une conséquence des effets du changement climatique, mais aussi comme une stratégie d'adaptation potentielle des populations, donc avec des objectifs politiques formulés pour réduire aussi les externalités négatives de la migration climatique et jouer sur les effets bénéfiques qui peuvent résulter des déplacements de population au niveau interne essentiellement. Pour tout ce qui touche les migrations transfrontalières, on sent aussi beaucoup plus peut-être de crispation ou en tout cas de timidité de la part du HCR et de l'OIM lors des négociations climatiques. Enfin, l'accord de Paris, donc je reprends toujours les travaux de Christelle Cournil et Camilla Perrusso, l'accord de Paris va amener aussi des nouveaux principes et concepts connexes des thématiques droits de l'homme, avec le concept évidemment de justice climatique, la notion d'équité intergénérationnelle. Donc, bien qu'on ne puisse pas en déterminer strictement la portée opérationnelle, ces concepts-là permettent aussi d'humaniser l'accord de Paris et donc de faire le pont entre changement climatique, impact sur l'humain et donc prise en compte, en tout cas, nécessité d'inclure aussi des droits afin de limiter les impacts sur les droits humains et sur les populations les plus vulnérables. Je n'ai pas ici parlé du mécanisme de loss and damage, mais évidemment, le HCR et l'OIM vont être amenés aussi à se positionner sur ce mécanisme-là depuis 2013 et la naissance du mécanisme de Varsovie. Donc, le HCR et l'OIM vont en 2008 créer un groupe de travail interne, le HCR d'abord crée un groupe de travail interne sur ces questions-là sous la supervision du comité permanent interorganisation de l'ONU, donc avec l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer humanitaire sur cette question. Donc, depuis 2008, on peut considérer que le HCR participe activement, voire systématiquement à chaque COP. Depuis 2013, on observe là la naissance d'une coordination menée par le HCR d'un groupe consultatif technique et informel sur les changements climatiques et la mobilité humaine, qui rassemble donc l'OIM, mais également l'Université des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'IDMC, etc. Donc, cette internationalisation, entre guillemets, intra-OI et intra-ONG est très intéressante parce qu'elle met aussi en lumière le transfert de compétences, le transfert d'expertise qui va être véhiculé des universités, du monde universitaire vers le HCR et l'OIM. Ça aussi, ça me semble être quelque chose de très rapidement, je dis un mot là-dessus. Il faut quand même avoir aussi en tête, malgré ce positionnement proactif que l'on peut considérer de la part du HCR et de l'OIM sur ces questions-là, la mobilisation des équipes du HCR et de l'OIM sur la protection des déplacés climatiques demeure essentiellement liée aux quartiers généraux, c'est-à-dire qu'on a des équipes, des sections qui vont être dédiées à ces questions-là à Genève et à New York, et pour l'OIM et pour le HCR, mais il s'agit souvent de profils de juristes qui sont recrutés ou des personnes qualifiées de policy advisor, entre guillemets, ou de policy advocate, mais on a très peu de staff, entre guillemets, opérationnel sur le terrain dans les agences de Nairobi, de Delhi ou de Jakarta qui vont être formés à ces questions-là. Aussi parce que le HCR et l'OIM demeurent des structures très verticales pour lesquelles le travail de plaidoyer, de soft law, de recommandation va exister essentiellement dans les quartiers généraux. Et on a, en tout cas, je travaille sur ce sujet depuis 2015 et certes, il y a un transfert de l'information qui s'intensifie au fur et à mesure que le HCR et l'OIM se mobilisent sur ces questions-là, mais cela reste encore très timide sur le terrain opérationnel, aussi parce que le HCR et l'OIM sont débordés par d'autres préoccupations très matérielles et très opérationnelles. Donc, pour conclure sur cette partie, on observe une promotion des enjeux migratoires à l'agenda des négociations climatiques et le HCR et l'OIM participent activement. Pour terminer donc dans un deuxième temps très rapidement, donc le HCR et l'OIM vont participer au développement d'outils et de recommandations également en matière de protection des droits humains et des personnes déplacées climatiques. Donc ça s'ancre dans ce mouvement de climatisation des droits humains. Je reprends toujours les travaux de Christelle Cournil et Camilla Perrusso. Donc évidemment, on peut mentionner ici le travail précurseur de John Knox dès 2009 puis 2012, enfin surtout depuis 2012, qui va véritablement permettre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de se doter d'une expertise sur le changement climatique. Et en dehors des arènes de négociation climatique, l'OIM et le HCR participent à la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, au cadre de Sendai, puis au pacte global pour les migrations et les réfugiés, en amenant toujours cette dimension
climat, reconnaissance des enjeux climatiques et de l'impact du changement climatique sur les mobilités forcées et sur les populations les plus vulnérables. Et je voulais conclure, parce qu'on a donc faire un lien avec le contentieux sur l'affaire Tethiota. Donc, j'ai pas travaillé très spécifiquement sur cette affaire. Évidemment, c'est une affaire très importante quand on observe, entre guillemets, cette prise en compte par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies du changement climatique en tant que menace potentielle pour la jouissance des droits humains. Je voulais juste conclure sur le fait que le HCR a été très sensible à cette décision. Il a publié un communiqué interne en octobre 2020. Donc, c'est un communiqué rédigé par des juristes qui engagent, entre guillemets, les juristes du HCR, mais pas l'institution globale. Toujours est-il que dans ce communiqué qui fait une dizaine de pages, le HCR intègre également le risque que représente le changement climatique dans les aggravations de mouvements forcés de population et que le changement climatique doit être aussi pris en compte désormais comme un facteur de persécution potentiel qui pourrait rendre compréhensible, voire alors peut-être pas, le terme n'est peut-être pas légitime, en tout cas, j'ai plus le terme exact en anglais, mais en tout cas, le HCR reconnaît que les demandes adressées au département RSD, donc Refugee Settlement Determination, qui impliqueraient un facteur environnemental ou climatique, doivent être étudiées de façon très sérieuse par les fonctionnaires du HCR et que le changement climatique apparaît d'une certaine façon comme un facteur entendable ou permettant de justifier, enfin, pouvant justifier, voilà, j'irai sur du conditionnel, pouvant justifier à moyen terme l'octroi d'une protection juridique par le HCR. Et je m'arrête là-dessus et je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci Marine pour votre présentation. Merci d'avoir partagé avec nous tous vos réflexions sur donc le rôle du HCR et de l'OIM. Vous montrez bien que on a des institutions qui ont été créées à une certaine période dans un certain contexte et qui finalement elles aussi s'adaptent. On parle beaucoup d'adaptation quand on parle du changement climatique. L'adaptation des institutions internationales est aussi, je pense, un caractère important. Elles doivent jouer avec les limites de leur mandat tout en restant dans la légalité, on va dire. Donc c'est un sujet